Si tu te poses les questions sur la mentalité des femmes slaves, si tu as rencontré une femme slave avec qui tu te projettes dans des perspectives sérieuses, éventuellement dans un mariage, alors je te donne 3 clés positives et 3 défis sur lesquels il faudrait peut-être se pencher avant de te décider de franchir le pas d'un mariage ou d'aller plus loin dans une relation avec une femme slave. L'idée de cette vidéo m'a été donnée par une femme qui a regardé l'une de mes vidéos YouTube sur les hommes français et qui a posé les questions « Et vous alors les femmes slaves, quelles sont vos valeurs ?» Et je trouvais ce sujet en réalité très intéressant à développer et j'ai voulu aller un peu plus loin, pointant non seulement les qualités mais aussi des défis. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne parlerai pas du physique des femmes slaves. On a déjà entendu assez parler dans le monde entier et il est influencé par les traditions slaves, par la culture slave et aussi par la génétique. Il est essentiel de comprendre que même si le physique des femmes slaves attire attention, ce n'est pas du tout une garantie d'une relation durable et épanouie, surtout dans le cadre d'un couple interculturel. Parce qu'à long terme, dans un couple, ce qui importe, c'est une compatibilité émotionnelle. Nous devons aussi partager des valeurs et être capable de naviguer à deux à travers les défis de la vie. Et aussi, je tiens à préciser que je ne vais pas parler des femmes qu'on appelle en russe sodержанки. Ce sont les femmes qui cherchent exprès des sugar daddy dans le but de se faire entretenir. Elles sont également très mal vues par les femmes slaves et ne représentent absolument pas la majorité. Alors pourquoi épouser une femme slave ou pas? Je t'explique dans cette vidéo en tant que fière biélorusse, femme d'un homme français depuis 20 ans et maman d'une petite princesse biculturelle. Commençons par 3 qualités principales des femmes slaves. La féminité, un atout inestimable, surtout dans notre 21e siècle. Et attention, la féminité est très loin de l'aspect physique. Les femmes slaves se distinguent par une féminité cultivée de génération en génération. À la maison, les petites filles sont déjà élevées et traitées comme des petites princesses. Des robes, des barrettes et des comportements qui leur rappellent qu'elles ne sont pas des garçons, mais des petites filles belles et douces. Et elles ont déjà l'exemple en leur maman qui tiennent à préserver ce trésor. À l'école, les garçons sont déjà sensibilisés à cette différence de genre. Ils apprennent à porter par exemple des cartables lourds des filles à l'école, à leur offrir officiellement les fleurs pour la fête internationale des femmes le 8 mars et tout ça dans la classe. Ce qui renforce cette culture de protection et d'attention. Et cet apprentissage précoce favorise en quelque sorte les comportements qui distinguent les genres dès l'enfance. Les femmes slaves savent créer des foyers où l'ambiance est chaleureuse et accueillante. Elles savent recevoir avec goût. Elles savent s'occuper de leur mari et de leurs enfants avec amour. Des gestes simples du quotidien, comme par exemple repasser le pantalon de mon mari, est fait avec une attention sincère. Je le fais pas parce que c'est une tâche ménagère femme, mais parce que je l'aime et ça me fait plaisir. Je prépare un bon repas à la maison parce que je l'aime et parce que je lui donne la nourriture avec amour et avec mes mains. Et cette approche douce et attentionnée contraste avec certaines idées féministes qui confondent en réalité l'égalité des droits avec l'effacement complet des genres. Et les femmes slaves ne craignent pas à utiliser leur féminité dans le monde des affaires et de la politique. Et au lieu de se battre d'homme à homme, elles préfèrent jouer de leurs atouts féminins. Prenons par exemple 3 figures historiques qui reflètent parfaitement cette féminité assumée. La première, c'est Roxalana, connue encore sous le nom Hürrem Sultan. Roxalana était une figure emblématique dans l'Empire ottoman au XVIe siècle. Elle était ukrainienne et Roxalana a été capturée et vendue en tant qu'esclave dans le harem de Suleiman le Magnifique. Dans ce harem, elle a su très rapidement se distinguer et gagner le cœur de Suleiman pour devenir sa femme officielle par nikah, qui était un statut exceptionnel à l'époque. Et Roxalana a surtout été reconnue pour sa grande influence politique. Elle a joué un rôle clé dans la nomination de son fils Selim II comme héritier du trône, alors qu'il n'était pas aîné. Son habileté à manœuvrer dans un monde patriarcal musulman a souvent été mise en avant. Elle a su manipuler avec féminité et intelligence Sultan Suleiman pour l'influencer dans de nombreuses décisions politiques. Et Roxalana a aussi été impliquée dans les constructions de mosquées, dans les œuvres de charité, dans la construction des hôpitaux, ce
qui a finalement conforté sa réputation au sein de l'Empire ottoman. Deux autres figures emblématiques que j'ai envie de prendre ici, ce sont deux impératrices russes qui ont joué un rôle énorme dans l'évolution du pays. Elisabeth Petrovna et Catherine II. En russe, Елизавета Petrovna, qui était la petite fille de Pierre le Grand, et Yekaterina Великая, qui se traduit par Catherine la Grande. Les deux partagent plusieurs points communs. Elisabeth a accédé au pouvoir par un coup d'État magnifiquement orchestré, on va dire comme ça, en 1741. Elle a su remporter le soutien de l'armée, les hommes, et du peuple. Et elle a évité ainsi beaucoup de sang. Et Catherine II accède au pouvoir en 1762 par un coup d'État contre son mari, Pierre III. Et ici, elle a su séduire les alliés importants pour accéder au pouvoir. Elisabeth a encouragé beaucoup les arts et la science, transformant Saint-Pétersbourg dans un centre culturel. Et Catherine II a étendu les frontières de la Russie. Et elle a entrepris beaucoup de réformes éducatives et administratives pour réformer le pays. Les deux impératrices ont finalement su démontrer que la féminité pouvait être un grand atout dans un monde masculin. Elles ont prouvé que le charme, la féminité et l'intelligence pouvaient être aussi efficaces que la force brute. Aujourd'hui, les femmes slaves comprennent que leur féminité est leur plus grande force en réalité. Et elles savent très bien s'en servir. Et les hommes politiques russes respectent aussi cette féminité dans ce monde de requins. Souvenez-vous de cette rencontre marquante entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. La rencontre où il lui offre des fleurs. Ça montre qu'il respecte une femme en tant que dirigeante, mais ça ne l'empêche pas de le traiter en tant que femme et lui offrir des fleurs. Alors pourquoi laisser la féminité de côté? Pour l'égalité des sexes? Nous pouvons être égaux en droit et en intellect tout en préservant nos différences de genre. Ça fait partie de notre héritage et de notre culture. Et c'est quelque chose qui mérite finalement à être célébré et plaît finalement aux hommes occidentaux qui sentent qu'ils perdent cet aspect chez eux. Deuxième qualité des femmes slaves, c'est l'éducation. Les femmes slaves, notamment en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, se distinguent par leur niveau d'éducation élevé. De 54 à 60% des femmes russes obtiennent des diplômes universitaires. Et ce chiffre est à 58% chez les Ukrainiennes, ce qui est bien supérieur à la moyenne mondiale qui est à 38%. Et ça montre que l'éducation et l'instruction sont ancrés dans la culture. Et cet accent des femmes slaves sur l'instruction apporte de nombreux avantages, tant pour elles que pour les hommes occidentaux qui envisagent des relations avec elles. Une femme bien éduquée est capable de transmettre des valeurs essentielles à ses enfants, comme l'importance de l'éducation, l'égalité entre les sexes et le respect mutuel. Les études ont montré que les mères avec un niveau d'éducation plus élevé sont plus susceptibles à élever des enfants conscients des droits des filles et en fin de compte des enjeux de l'égalité. Les femmes slaves préparent leurs enfants à naviguer dans un monde où les valeurs sont de plus en plus cruciales, surtout maintenant. Et pour les hommes occidentaux, épouser une femme slave bien éduquée peut signifier fonder une famille où les principes de réussite et d'égalité sont fondamentaux. Ça crée un environnement finalement où l'éducation est valorisée. Un environnement où dès le plus jeune âge, les enfants apprennent à respecter les autres et à croire en leur potentiel. Et les femmes slaves savent très bien équilibrer entre la carrière professionnelle et la vie familiale. Elles garantissent en quelque sorte de cette manière que leurs enfants grandissent dans un environnement où ils sont conscients des droits des femmes et de l'importance de l'éducation. En somme, l'éducation des femmes slaves n'est pas seulement un avantage personnel. Elle enrichit ce tissu social en cultivant une génération future qui valorise l'égalité et l'éducation. Et je pense que c'est cet aspect-là aussi que les hommes occidentaux valorisent et recherchent. Et troisième qualité que je vois dans les femmes slaves, c'est qu'elles sont des guerrières vaillantes. On va dire comme ça. Derrière leur visage d'ange, les femmes slaves sont en réalité de véritables guerrières capables d'affronter les défis de la vie avec force et détermination. Et ce caractère résilient s'explique par plusieurs facteurs historiques et socio-culturels. Tout au long de l'histoire, les femmes ont joué un rôle crucial, que ce soit pendant la Révolution de 1917, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis
pendant les conflits plus récents comme l'Afghanistan, les 2 guerres tchétchènes et maintenant en Ukraine. Leur capacité à se débrouiller dans les situations de crise, à façonner leur identité, et les rend particulièrement capables de soutenir leur mari dans n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, cette bravoure continue de s'illustrer. Les femmes biélorusses sont sorties manifester en 2020 contre l'élection controversée de Loukachenko. Les femmes russes sont sorties dans les rues quand la guerre en Ukraine a éclaté. Et les Ukrainiennes ont carrément pris des armes pour défendre la patrie. Et ce n'est pas nécessaire de préciser que dans ces pays-là, les répressions policières sont beaucoup plus fortes qu'en Occident. Mais les femmes sont courageuses et sortent quand même. Et pour les hommes occidentaux, ces qualités de battantes douces constituent un véritable atout. Dans de nombreuses cultures occidentales, les femmes sont engagées dans un combat pour l'égalité, ce qui peut souvent engendrer des tensions et des rivalités. Les femmes slaves, quant à elles, emploient leur qualité de guerrière au sein de la famille. Elles offrent un soutien indéfectible à leur mari, créant un environnement familial solide avec des arrières protégées en cas de maladie ou tous les défis de la vie. Les hommes occidentaux peuvent donc s'attendre à un environnement de soutien et d'engagement partagé, plutôt que de naviguer dans un couple dans une atmosphère de concurrence. S'engager avec une femme slave permet aux hommes occidentaux de se sentir en tant que protecteurs, plutôt que de rentrer dans une compétition presque d'homme à homme, comme c'est souvent le cas dans de nombreuses cultures occidentales avec les femmes. Les femmes slaves créent la dynamique de couple où l'homme est respecté et est essentiel. Maintenant, messieurs, prenons 3 freins que je vois sérieusement dans les relations entre les hommes occidentaux et les femmes slaves. Première, c'est la priorité au mariage et aux enfants. Je dis bien mariage. Pour les femmes slaves, le mariage et les enfants sont presque au cœur de leur existence. Et ces valeurs sont profondément ancrées dans la culture. Dans de nombreux pays de l'Est, le mariage est vu comme une étape essentielle vers la stabilité et la sécurité. Contrairement en Occident, où de plus en plus de couples choisissent de vivre ensemble sans être mariés, souvent en raison des préoccupations financières liées au divorce. Dès le plus jeune âge, les femmes slaves sont éduquées à voir le mariage comme une étape naturelle dans une relation sérieuse. Je ferai une vidéo séparée concernant ça. Leurs valeurs familiales leur sont inculquées en quelque sorte, soulignant l'importance de donner la priorité à la famille et aux enfants. Pour les femmes slaves, avoir des enfants est un objectif fondamental. Il est souvent accompagné par des pratiques comme un allaitement allongé ou encore les principes d'une éducation élitiste des enfants. Et cette priorité donnée au mariage et aux enfants peut créer des tensions avec les hommes occidentaux. Parce que les hommes occidentaux, quant à eux, hésitent à se marier rapidement ou hésitent même à se marier tout court et hésitent à fonder une famille rapidement. Et les femmes en Occident peuvent aussi retarder ces étapes de vie. Elles se concentrent aujourd'hui très bien sur les carrières ou encore des projets personnels avant le mariage et avant les enfants. En revanche, une femme slave peut mettre fin à une relation sans mariage. Et ça crée une pression supplémentaire sur un homme occidental qui souhaiterait éventuellement construire une relation avec elle, mais sans mariage. De cette manière, les hommes occidentaux peuvent même ressentir une certaine tension face à cet engagement exigé des femmes slaves qui voient le mariage et derrière les enfants presque indiscutable. Et cette divergence d'attentes et de valeurs peut même créer des freins dans les relations. Les hommes, au final, peuvent se sentir poussés à s'engager, alors qu'ils préfèrent une sorte de cohabitation. Deuxième frein sérieux assez que je vois, c'est l'apparence de matérialisme chez les femmes slaves. Les femmes slaves sont perçues, parfois et stéréotypées, comme matérialistes. Et ça, en raison de leur attention particulière aux finances de leurs partenaires. J'ai déjà fait une vidéo sur ça que je te laisserai en description et en lien cliquable. Prenons les débuts d'une relation. Dans les cultures slaves, en particulier en Russie, il est courant que les hommes investissent beaucoup dans les biens matériels de leurs partenaires. Par exemple, il n'est pas rare de voir un homme russe dépenser le salaire du mois, ou tout du moins presque, dans un restaurant haut de gamme quand il drague une femme. Ou même
un garçon qui offre un iPhone dernier cri à sa copine. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie tout simplement que les femmes slaves sont habituées à recevoir ce type d'attention, surtout au début d'une relation. Et cette dynamique peut poser des défis considérables pour les hommes occidentaux, parce qu'ils peuvent se sentir complètement déconcertés par ces attentes. En Occident, il n'est pas rare qu'une femme paye elle-même son repas au restaurant étant avec un homme. Elle confirme ainsi sa capacité à subvenir à ses propres besoins et son indépendance. Et dans ce contexte, il n'est pas rare qu'une femme occidentale, si un homme, au début d'une relation, lui offre un cadeau cher, lui dise « Non, je peux l'acheter moi-même ». Dans la culture slave, les normes sont différentes. Par exemple, si un homme dit à une femme « Je n'ai pas d'argent », elle peut même penser dans sa tête « Et alors, tu ne peux pas le gagner pour moi ?» Et ça, c'est plutôt frustrant pour un homme occidental. Maintenant, prenons la relation sérieuse dans le cadre d'un mariage. En réalité, au lieu de chercher les partenaires juste pour leur statut économique, les femmes slaves sont motivées par une conscience pragmatique des réalités de la vie. Elles souhaitent offrir le meilleur à leurs enfants et établir une base solide pour toute la famille. Et finalement, leur désir de sécurité matérielle est souvent mal interprété. Le reflet de leur recherche du meilleur pour leur famille fait parfois croire aux hommes occidentaux qu'elles sont simplement matérialistes et superficielles. Et troisième frein que je vois dans les relations, c'est l'exigence des femmes slaves qui sont assez élevées. Les femmes slaves ont des exigences élevées envers leurs partenaires, tant sur le plan personnel que professionnel. Elles veulent être aux côtés des hommes ambitieux, capables de réussir et de s'élever, non seulement pour eux, mais aussi pour leur famille. Et dans la culture slave, l'idée que l'homme doit être le pilier fondamental pour toute la famille et une protection financière est profondément ancrée dans la culture. Et ça implique que les femmes s'attendent que les hommes soient encore plus ambitieux qu'elles. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien qu'elles doivent être elles-mêmes ambitieuses pour atteindre leurs propres objectifs. Et cette attente d'ambition peut presque créer parfois un choc culturel avec les hommes occidentaux, qui, dans de nombreux cas, se contentent de rester pendant des années dans des emplois stables à la même place. Certains hommes peuvent même rester des années et se plaindre de leur travail. Et ça, sans rechercher des autres opportunités professionnelles. Et cette attitude est incompréhensible par les femmes slaves. Parce qu'une femme slave qui a grandi dans les pays comme la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, ne sait pas ce que c'est cette stabilité. Elle ne la comprend pas. Il n'y a pas de système social dans ces pays-là qui offre une sorte de filet de sécurité. Les femmes dans ces pays-là, comme les hommes, se font une place au soleil avec beaucoup d'ambition et de détermination, surtout dans le 21e siècle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour les femmes slaves, la réussite d'un homme est souvent perçue comme liée à sa propre initiative et à son soutien. C'est pourquoi elles poussent leurs partenaires d'aller encore et encore et encore plus loin. En Russie, Biélorussie, Ukraine, il y a même un proverbe qui dit « Si tu veux vivre avec un général, épouse un lieutenant et fais-le grandir ». Et ce contraste entre les valeurs peut engendrer des frustrations. Les femmes slaves qui ont été élevées dans la culture de réussite et d'ambition constante peuvent se sentir déçues par leur partenaire occidental qui ne répond pas en quelque sorte à leurs attentes. Et de ce fait, un homme occidental peut se sentir frustré, déconcerté. Il peut estimer qu'il ne fait jamais assez bien pour elle. Il peut même se dire, comme mon mari, je fais tout ce que je peux, mais c'est jamais assez pour toi. Et ça peut créer des tensions considérables dans un couple parce que les attentes concernant cette grande réussite professionnelle diffèrent, je dirais, considérablement. Pour clore cette vidéo, messieurs, je dirais que les hommes occidentaux et les femmes slaves peuvent former des couples stables, durables, avec une complémentarité enrichissante si elle est bien cultivée. Les femmes slaves sont souvent prêtes à être des partenaires dévoués et des soutiens inébranlables, comme ça a été le cas pour moi et mon mari, voilà 20 ans. Mais avant de s'engager dans cette relation, il faut se poser les questions. Pourquoi épouser une femme slave? Est-ce que tu es vraiment prêt à te marier et à évoluer à ses côtés? L'amour avec une femme slave demande un engagement mutuel, une volonté d'apprendre
et de grandir ensemble. Elle attend non seulement l'amour, mais aussi un soutien émotionnel, une compréhension profonde et une capacité à faire face aux défis à deux. Les femmes slaves sont souvent issues des traditions slaves qui valorisent la famille et la féminité. Si cette dynamique est bien cultivée, elle peut aboutir à une grande compatibilité qui peut transformer une relation en un véritable soutien mutuel. L'amour avec une femme slave peut être une expérience enrichissante et épanouissante, tant sur le plan émotionnel que culturel, mais elle peut devenir un véritable flop si tu n'es pas préparé à ce choc culturel et aux attentes. Si tu as trouvé cette vidéo utile, like pour qu'elle remonte dans les algorithmes, partage avec les copains, sauvegarde pour toi. Soyez heureux, mes chéris hommes occidentaux. À bientôt!